Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers et chers collègues, je suis bien sûr très honoré d'avoir à vous parler aujourd'hui sur un sujet qui est profond et qui est grave, l'irrationalité en médecine. Alors effectivement, on a plutôt l'habitude de parler de rationalité en médecine, mais c'est un peu comme un iceberg, il y a une partie qu'on voit, une partie qu'on ne voit pas, et souvent la partie qu'on ne voit pas, on n'a pas envie de la voir. Or, vous êtes tous des cliniciens et vous savez que nous sommes confrontés à l'irrationalité, et ça a toujours existé. Hippocrate, même ce grand homme, soignait les dépressions avec du lait d'ânesse et des lavements par le haut et par le bas. Après, il y a eu la médecine de Molière, et puis de tout temps, il y a eu des magnétiseurs, des rebouteux, et ils existent encore, et ils sont plus de 100 000 en France. Et pour certains collègues, ils font partie du soin primaire. Voilà, c'est pour certains collègues. Et puis il y a eu le Covid. Et là, ça a été quand même une révélation avec de nos concitoyens que nous côtoyons au bureau et qui pensaient que le vaccin anti-Covid, on allait leur injecter des puces 5G. Et puis, il y a une épidémie en ce moment, vous êtes au courant, et les hôpitaux sont saturés, ben oui, mais personne ne se vaccine. Alors, on se plaint que le système de santé ne fonctionne pas bien, ben oui, mais si en face, on ne se vaccine pas, alors vous direz, les gens font n'importe quoi, ben oui, mais nous aussi, regardez le taux de vaccination des médecins, des soignants, c'est quand même incroyable. Et puis j'irai même jusqu'à dire que regardez comment on est managé par nos directeurs d'hôpitaux, qui en principe organisent et gèrent le système de soins de façon rationnelle. Et parfois, leur rationalité n'est pas la même que la nôtre. Donc il y a vraiment... Alors, je ne parle même pas du futur ministre de la Santé du gouvernement Trump, qui, comme vous êtes au courant, ça va être compliqué pour eux. Donc l'irrationalité, elle est là, c'est une évidence. C'est une évidence et c'est un problème parce que, tous les jours, il y a des patients qui échappent au système de soins, le nôtre, pour se faire soigner par des naturopathes et bien sûr qu'ils n'en survivent pas. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que ce sujet a une authentique gravité et qu'il faut l'aborder avec lucidité. Et la première chose à faire, c'est de savoir de quoi on parle. Parce que on parle de rationalité, on a l'impression que c'est évident, mais en réalité, il n'y a pas eu de consensus sur la définition de la rationalité. Et ce que je vais vous dire, en fait, j'aurais dû vous le dire au début, est issu d'un rapport écrit par la commission 3 de l'Académie de médecine, la commission qui s'occupe en particulier des soins complémentaires, où nous avons travaillé sur cette question de l'irrationalité, donc le rapport est disponible en ligne. Donc nous avons auditionné de nombreuses personnes, et en particulier des philosophes qui nous ont dit « non, il n'y a pas de consensus sur la définition de la rationalité », et en gros, il y en a deux principales. La première, c'est celle qui nous est habituelle, c'est-à-dire est rationnel celui qui a un discours cohérent, non contradictoire. Et là, on voit que la science se nourrit de cette rationalité. Alors en physique, c'est évident, puisque la physique est mathématisée, et que les mathématiques sont contraintes par le principe de non-contradiction. Donc c'est pour ça que la physique donne une impression de rationalité très forte. La biologie, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que la biologie n'est pas une discipline mathématisée. Donc il y a un petit flottement sémantique, mais grosso modo, les termes utilisés en biologie sont monosémiques, et le corpus de connaissances est non contradictoire. Alors, on pourrait dire, oui, effectivement, le principe de non-contradiction, c'est une évidence dans la vie, on ne peut pas être en même temps et ne pas être. Enfin, et voilà, ça participe du fonctionnement psychique humain, de notre organisation mentale logique, et si l'on n'est pas dans ce type de fonctionnement cognitif, alors on risque de déraper et d'être dans l'erreur. Oui, mais c'est pas vrai. Dans la vie, le principe de non-contradiction n'existe pas forcément. Ça vous arrive de rencontrer un vieil ami et de dire « qu'est-ce qu'il a changé ?» Mais il est toujours le même. On peut avoir beaucoup changé et être toujours le même. Et c'est comme ça. Ça ne choque personne. Et en médecine, on a la même chose. Un jeune homme sportif va voir son dermatologue pour un psoriasis, et puis le dermatologue voit une lésion pigmentée.
je suis inquiet, je fais la biopsie, c'est un mélanome avec une épaisseur de 3 mm. Ben, le dermatologue est obligé de dire au patient, vous êtes malade. Et le patient, lui, il n'est pas malade. Donc on peut être malade et non malade en même temps. Et je suis sûr que ça vous arrive, et ce n'est pas facile pour les patients ni pour nous. Donc en fait, cette histoire de principe de grande contradiction, ça va dans des sciences pures, mais plus on se rapproche de l'humanité, plus c'est compliqué. Alors ça, c'est la première définition de la rationalité. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la rationalité instrumentale, c'est irrationnel, celui qui met en œuvre ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Si vous avez des objectifs dans la vie et que vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour réussir à ces objectifs, ben vous êtes rationnel. Et ce n'est pas idiot. Et là, vous me voyez venir en médecine, ben, si un patient a des problèmes de santé, qui va voir un homéopathe et qu'il est guéri, eh ben, il est rationnel. Et là, vous voyez immédiatement qu'il y a un conflit de rationalité possible entre un patient qui pourrait aller voir des soins qui pour nous sont irrationnels, parce que nous avons été formés comme des scientifiques, en particulier des sciences de la nature, alors que le patient, lui, il obéit à une autre forme de rationalité qui est la rationalité instrumentale. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, ça peut arriver, mais enfin, quand même, la science, les sciences de la nature rationnelles, c'est ça qui fait avancer la technologie, et la technologie, c'est quand même un moteur essentiel du progrès médical. Et donc, en fait, or, le progrès médical, ça guérit des gens. Et donc, la rationalité théorique, scientifique, elle a aussi à voir avec la rationalité instrumentale. Et donc, en fait, on devrait pouvoir dire aux gens, oui, bien sûr, c'est logique, c'est entendable que vous puissiez faire tout ce que vous voulez pour vous guérir, ok, mais regardez, nous, ce qu'on fait, ça marche. Donc, écoutez-nous. Alors, beaucoup d'entre eux nous écoutent, mais pas mal d'entre eux ne nous écoutent plus. Alors là, notre première réaction, ça va être de dire, eh ben, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils sont cons et c'est leur problème. Hein, voilà. Alors, c'est pas forcément très soignant comme approche. En principe, on s'occupe de tout le monde, même des gens qui sont un peu bizarres. Ça, dans mon métier, ça fait partie du quotidien. Mais au-delà de ça, figurez-vous qu'en fait, quelque part, ils ont raison. Quelque part, ils ont raison, et donc si nous voulons vraiment lutter contre l'irrationalité qui s'introduit plus ou moins à un rythme plus ou moins rapide dans le système de soins, eh bien il faut que nous soyons lucides, nous aussi, par rapport à ce que nous considérons comme être notre rationalité. Et c'est ce que je vais faire dans la demi-heure qui suit. Je vais dans un premier temps déconstruire ce que nous pensons être de notre rationalité. Après, j'aurai une reconstruction pour vous proposer des bases un peu plus saines et puis une conclusion. Alors, la première phase, c'est la déconstruction de notre conditionnement, parce que nous sommes conditionnés. Les études de médecine, c'est long. Et donc, eh bien, nous sommes conditionnés par le savoir qui nous est donné, et c'est inévitable, c'est inévitable. Et puis, nous sommes même conditionnés parce que la société attend de nous, par l'image que nous voulons donner à la société. Et il se trouve que les médecins ont deux particularités, c'est qu'ils ont un rapport très spécial à la réalité et ils ont un rapport très spécial au savoir. Et ça, nous n'en avons pas assez conscience. Alors, le rapport au savoir, là je vais rentrer dans des choses qui sont un petit peu délicates, qui vont vous surprendre, mais c'est d'autant plus important que l'intitulé de votre congrès est autour de l'environnement et que je vais faire appel à des philosophes qui sont aujourd'hui très utilisés par les écophilosophes, c'est-à-dire la philosophie du réchauffement climatique. Et donc c'est en particulier un logicien et philosophe anglais du début du XXe siècle qui s'appelle Whitehead, qui a écrit, à la fin de sa vie, qui a arrêté de faire des mathématiques et qui a fait de la philosophie, et qui a suggéré qu'il s'est passé quelque chose de très important au niveau des sciences de la nature au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est Galilée, Descartes, Newton. Vous voyez un petit peu, on sent qu'effectivement, là, il s'est passé quelque chose. Alors, il dit deux choses qui semblent extrêmement pertinentes. La première, c'est que
il y a eu à ce moment-là ce qu'il appelle le tournant de la nature, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les scientifiques ont décidé qu'ils étaient en dehors de la nature, qu'ils allaient l'observer, en étant objectifs du coup. C'est-à-dire si je suis en dehors, je ne suis pas dedans, je n'en fais pas partie, donc je peux avoir une certaine forme de neutralité dans son examen, et c'est ce qu'on appelle l'objectivité. Et les écophilosophes considèrent que du moment où le scientifique s'est mis en dehors de la nature, eh bien en fait, il s'est donné l'autorisation de la maltraiter. Ça n'était pas l'objectif de ma conférence, mais au passage, c'était toujours bon à signaler. Mais alors, il a dit autre chose qui est moins connue. Il a dit que les scientifiques des sciences de la nature ont considéré implicitement que dans l'univers, en fait, il y a des objets qui sont distincts les uns des autres, clairs, c'est-à-dire on peut les localiser dans l'espace, et qu'ils ont des interactions les uns avec les autres. Voilà, c'est comme ça que le monde est constitué. Alors, je suis sûr que quand je vous dis ça, vous vous dites, ben, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est ça. Il y a des protons, il y a des neutrons, il y a des électrons, ce sont des petites choses séparées qui interagissent avec leur masse, leur charge, etc. Et puis, ben, en biologie, il y a des poumons, il y a un cœur, il y a des reins, il y a un estomac, etc. Ces organes ont une fonction, ils interagissent les uns avec les autres. D'ailleurs, quand on fait ça, après on a des pneumologues, des cardiologues, et au final, ben, c'est ça qui permet de mieux soigner les gens. Donc, c'est que ça doit correspondre à une certaine forme de réalité. Eh bien oui, mais en fait, de plus en plus, on se rend compte que c'est non. Que c'est non, alors en particulier dans ma spécialité, la psychiatrie, mais vous êtes aussi confronté à des sujets pensants. Un patient asthmatique s'essouffle, quand on s'essouffle, eh ben on s'essouffle dans son esprit et dans son corps. Et eh bien figurez-vous que le principe de localisation simple de Whitehead pour un sujet pensant, ça ne marche pas trop. Et là, je vais faire appel à la littérature. Victor Hugo, le jour où sa fille est morte, a écrit 2 vers qui sont absolument superbes pour caractériser son état de deuil. Il a dit « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » Et je suis sûr que vous avez dû vivre des choses difficiles comme ça. Effectivement, quand nous vivons beaucoup avec quelqu'un, eh bien en fait, ce quelqu'un est indissociable de nous. Nos enfants, nos partenaires, etc., eh bien, quelque part, ils sont en nous, et le jour où ils disparaissent, eh bien, c'est très compliqué, il y a un deuil à faire, et ce deuil, c'est apprendre à se séparer de l'autre, progressivement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que, vous savez, pour le travail de deuil, enlevez les photos de façon à pouvoir vous séparer du sujet, et quand vous aurez fait votre deuil, on pourra ressortir les photos. Alors, vous me direz, ça c'est la psychiatrie, etc., mais vous avez certains de vos patients qui ont des maladies chroniques, donc vous les voyez régulièrement, et je suis sûr qu'avec eux, il se passe quelque chose. En particulier pour eux, vous faites un peu partie d'eux-mêmes. Vous êtes leur pneumologue, comme ils ont leur médecin. Et on a ça en particulier, nous on le vit dans les séances de psychothérapie où il se passe une espèce de proximité très forte entre le soignant et le soigné. C'est une réalité du soin. Le principe de localisation simple ne s'applique pas dans la rencontre du patient avec du soignant. Et ça, eh bien, le fait que nous soyons conditionnés par les sciences de la nature nous empêche de voir ça. Et vous pouvez imaginer, alors pour bon nombre de collègues, en fait, ils fonctionnent en étant clivés, c'est-à-dire, ben oui, on m'a appris à la fac les sciences de la nature, voilà, et puis avec mes patients, ben, je suis différent, je suis un être humain. Voilà, je suis humain et donc oui, je suis dans la rencontre, oui, ça fonctionne, mais on est clivé, c'est-à-dire en fait, nous sommes 2 médecins séparés. Eh bien, le clivage, ça peut fonctionner, mais ça a ses limites. Alors ça, c'est le premier point. Vous voyez, nous avons un savoir particulier, c'est un savoir qui est constitué à partir des sciences de la nature. Mais alors, il y a aussi une autre chose à partir de notre savoir, c'est que ce savoir, il est parcellaire. Et ça, on n'a pas envie de le voir et pourtant, ça nous revient en boomerang très régulièrement. Quand un patient vous dit « mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça me touche moi? Pourquoi moi, j'ai un cancer du poumon? Vous me donnez un traitement, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Et puis, ben, je vais mourir, mais qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, ces questions-là, quand on nous les pose, on ne sait pas quoi répondre.
On ne sait pas quoi répondre. Pourquoi moi? Alors on va dire sortir des facteurs de risque, mais en fait on n'en sait rien. Vous savez très bien qu'il y a des patients qui fument et qui n'auront jamais un cancer du poumon, il y en a qui ne fument pas et qui pourront l'avoir, etc. Bien sûr, statistiquement, ça fonctionne, mais pour un sujet donné, ça ne fonctionne pas. Et donc pourquoi lui? On va dire, ah ben c'est les gènes, etc. Mais tout ça, c'est pour dire qu'en fait on ne sait pas. Et puis qu'est-ce que va faire ce traitement? C'est pareil, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que l'efficacité d'un traitement, elle est aussi statistique. Donc on peut dire, en général, il va se passer ça, mais pour vous, je ne sais pas. Eh bien, les patients, quand on ne sait pas leur donner une réponse, ils vont en chercher ailleurs. Ils vont en chercher ailleurs avec des gens qui, avec un discours magico-religieux, leur donnent une réponse. Voilà. Et nous, on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir, et pourtant, il y en a beaucoup, ça leur fait du bien. Voilà. Et donc, vous voyez, très concrètement, en ce moment, en psychiatrie, on est en train de s'interroger sur la place de la spiritualité dans le soin. Il y a des pays dans le monde où, dans les entretiens, on parle des croyances spirituelles. Chez nous, c'est un tabou, on ne parle jamais de religion. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est sûrement pas bien. Voilà. En tout cas, c'est important de se poser la question. Alors vous me direz, oui, mais faut quand même être un peu simpliste pour adhérer à des discours magiques. Enfin, quand même, au XXIe siècle, la magie, c'est pas sérieux. Eh bien oui, mais je suis sûr que vous avez eu des collègues qui, le jour où ils ont eu une maladie grave, ont adhéré à des discours magico-religieux. Pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a le germe d'adhésion à quelque chose de magique, parce que c'est développemental chez l'être humain. Vous avez dû voir vos enfants, vos petits-enfants qui ont 1 ou 2 ans et qui voient un biberon ou un bonbon arriver et ils tendent la main pour le demander et le bonbon arrive vraiment dans la main. Ça marche. Et donc, en fait, et vous savez que dans l'Empire contre-attaque, Luke Skywalker est attrapé par une espèce de Yeti, il est pendu par les pieds, il tend la main pour attraper son sabre laser et le sabre laser vient dans sa main, comme quand il était enfant. Et en fait, le réalisateur a réussi à trouver quelque chose d'archaïque en nous qui résonne. Ben oui, nous sommes friands de la pensée magique. Voilà, c'est comme ça. Nous les humains, nous sommes comme ça. Et c'est aussi notre devoir d'être lucide avec ce que sont les humains. Alors donc, déconstruction de notre rapport au savoir, maintenant, déconstruction de notre rapport à la réalité. Alors la réalité, qu'est-ce que c'est? La réalité, c'est d'abord vous existez, et moi aussi, c'est déjà un pas. Et puis cette table-là est en faux bois, mais néanmoins, elle existe vraiment, elle est dure, et puis voilà, ça c'est ce qu'on appelle la réalité, et la réalité, ça peut faire mal. Donc je peux sortir dans la rue et me faire recevoir une tuile sur la tête, ça va me faire très mal, je vais me retrouver aux urgences. Et donc le médecin est confronté à la réalité, et un orthopédiste qui reçoit un patient polytraumatisé, il est en face de la réalité. Et c'est vrai que depuis la nuit des temps, les humains sont confrontés à la réalité et ça leur fait peur. Imaginez qu'avant le néolithique, quand on partait, le matin, il fallait se demander ce qu'on allait manger. C'est pas simple de trouver à manger dans le monde réel quand on n'a pas une épicerie à côté. Donc manger, ne pas être mangé, ça occupait la plupart de la journée. Et puis une fois qu'on avait fait ça, on pouvait penser à se reproduire. Donc manger, ne pas être mangé, se reproduire, c'est ça notre rapport à la réalité, notre rapport essentiel à la réalité. Et puis bien sûr, il y a la maladie qui a à voir avec ne pas être mangé, puisque derrière, il y a la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Manger, on en a trop plutôt que pas assez. Ne pas être mangé ou ne pas être en danger, on vit en moyenne jusqu'à 75 ans ou 80 ans pour nos concitoyennes, c'est beaucoup. Voilà. On arrive quasiment à la limite de ce que doit faire un être humain. Donc le problème de manger, de ne pas être mangé, n'existe plus dans notre société. Et puis le problème de la reproduction, ça c'est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde, mais néanmoins ça ne préoccupe pas forcément l'entièreté de notre journée. Mais donc qu'est-ce qui reste dans nos préoccupations? Il reste des préoccupations autour d'une autre forme de réalité, d'une réalité sociale. Qu'est-ce que c'est la réalité sociale? C'est le fait que nous sommes une espèce sociale, nous communiquons entre nous, d'ailleurs c'est ce que nous faisons en ce moment-là,
Et nous communiquons sur des modalités qui sont extraordinairement sophistiquées, et c'est aussi ce que je suis en train de faire, c'est utiliser un langage, c'est quelque chose d'extraordinairement subtil et fascinant. Et alors, ces modalités de communication sont ultra importantes pour nous parce qu'il y a un anthropologue Dunbar qui a montré qu'il y a une corrélation très forte entre le volume du cerveau et la taille d'une communauté de mammifères. Et que si les humains n'étaient pas construits à partir des sociétés dans lesquelles ils vivent, nos communautés seraient limitées à 150. Et on montre d'ailleurs que c'est un peu le même nombre maximum d'amis qu'on peut avoir sur Facebook ou sur Instagram raisonnablement. Or, nous sommes dans un pays où il y a entre 60 et 70 millions d'individus. Vous êtes 5000 dans ce congrès, vous êtes largement au-dessus du nombre de Dunbar. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe par des discours homogénéisants. C'est-à-dire que, eh bien, nous parlons la même langue, hop, ça nous rapproche. Alors autrefois, nous avions le même Dieu, ça nous rapproche. Autrefois, nous avions une chaîne unique de télévision, ça nous rapproche. Nous avons un président de la République, ça nous rapproche. Il y a comme ça des phénomènes dans la société qui font que ça nous regroupe. Et ça, ça constitue une réalité sociale, et cette réalité sociale, elle existe avec des concepts qui n'existent pas dans la réalité matérielle, mais qui sont néanmoins très importants. J'ai cité Dieu, il y a des endroits où Dieu c'est très important, et c'est même dangereux de dire que l'on n'y croit pas ou que l'on y croit. Et de la même façon, il y a des philosophes qui disent, ben Sherlock Holmes, par exemple, Sherlock Holmes, pour vous, il existe. On sait tout ce qu'il sait. Les licornes, vous savez tout ce que c'est. Et donc il y a Marcus Gabriel, un philosophe allemand, extrêmement talentueux, qui est un peu une star de la philosophie allemande du XXIe siècle, qui dit, ben les licornes, en fait, ça existe comme les chevaux. Et alors, par provocation, il dit, eh bien, si je pense qu'il existe une licorne avec un uniforme de police sur la face cachée de la Lune, parce que je le pense, elle existe. Alors, je suis sûr que pour vous, c'est le comble du scandale, c'est-à-dire c'est n'importe quoi, en fait, il n'y a pas de licorne. Alors, et je dis pour vous, pourquoi? Eh bien parce que pour nous médecins c'est absurde, parce que jamais personne n'a été vu pour une fracture du crâne aux urgences suite à un coup de sabot de licorne. Voilà. Donc ça n'existe pas. Parce que nous pensons en termes de réalité matérielle, c'est ça qui constitue un médecin avant tout. Parce qu'il y a des sciences de la nature, parce qu'il y a des poumons, et un poumon ça se touche, c'est de la matière, et puis parce que quelqu'un qui a un épisode aigu qui est aux urgences, eh bien la réalité sociale, certes elle existe, il peut être SDF, etc., etc. Enfin c'est quelqu'un qui a une douleur thoracique, et on sait ce qu'on fait. Et on le fait avec la réalité matérielle, avec un stent, avec une coronarographie, avec un électrocardiogramme, voilà. Et donc le fait que tout d'un coup on nous dise qu'il y a une autre forme de réalité, qui est une réalité sociale, bah, c'est quelque chose de fumeux, qui nous intéresse très moyennement, et puis voilà, qui est cette espèce de gadget intellectuel qui correspond à pas grand-chose. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui importe plus dans le fonctionnement de nos sociétés, et même qu'est-ce qui génère le plus de souffrance vraisemblablement? Eh bien c'est la réalité sociale plus que la réalité matérielle. Et ça, nous on le vit avec nos adolescents. Aujourd'hui, leur identité numérique a presque plus d'importance que leur identité réelle. Alors, bien sûr, ça. Alors, du coup, j'ai déconstruit les savoirs, j'ai déconstruit la réalité, les réalités, et les réalités qui changent. Et du coup, quand nous sommes face à un patient avec notre savoir et notre représentation de la réalité, ben peut-être que lui qui est en face de nous, il n'est pas syntone avec nous, peut-être qu'il a un savoir différent, il n'a pas les mêmes bases de rationalité, et ben il n'est peut-être pas dans la même réalité que nous, et du coup nous ne nous entendons pas, et comme nous ne nous entendons pas, eh ben il va voir ailleurs. Alors, il est temps maintenant de reconstruire. Et pour reconstruire, je vais vous proposer d'oublier le mot rationalité, parce qu'on en a assez parlé. Et je vais vous proposer d'utiliser 3 mots, les valeurs, les normes et les faits. Parce que ça, c'est quelque chose de profond, de concret, que l'on retrouve dans notre pratique médicale.
D'abord, les valeurs, eh bien oui, il y a des valeurs en médecine. Il y a des valeurs, par exemple, et notamment, qu'est-ce qu'un bon soin? Eh bien, nous ne sommes pas forcément tous d'accord sur ce qu'est un bon soin. Et nos patients ne sont pas forcément d'accord avec nous sur ce qu'est un bon soin. Alors, un bon soin, bien sûr, c'est un soin efficace, mais qu'est-ce que c'est qu'un soin efficace? Alors, je vais reprendre la définition de la médecine dans le dictionnaire de l'Académie de médecine. La médecine, c'est la discipline qui vise à protéger la vie et soulager les souffrances. Ben, un bon soin, ça vise à protéger la vie et soulager les souffrances. Après, bien sûr, il faut que les soins n'aient pas trop d'effets indésirables et que les effets indésirables soient en rapport avec l'efficacité. Là, nous sommes tous d'accord et on a envie de dire le problème est réglé. Eh bien non, on oublie quelque chose trop souvent, c'est qu'un bon soin, pour un patient, c'est un soin qui fait sens. C'est-à-dire, c'est un soin qu'il est capable d'accepter dans son anthropologie personnelle. Ben oui. Parce que sinon, il ne le prend pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un problème pour beaucoup de nos patients qui ont des maladies chroniques, c'est qu'ils ne prennent pas leur traitement parce que ce traitement ne rentre pas dans leur représentation pour eux-mêmes de ce qu'est un soin qui fait sens. Donc les valeurs. Après les normes, les normes, c'est quels sont les soins légitimes. Et là, bien sûr, nous savons tous, et si vous êtes dans un congrès scientifique, qu'un soin légitime, c'est un soin dont on a prouvé la valeur par des données scientifiques, en particulier par l'evidence-based medicine, mais également par des mécanismes d'action de nature biologique. Et si on a les deux, et c'est ce que l'on souhaite, alors on peut dire que ce soin est légitime, mais ça c'est une norme sociale d'ailleurs qui nous est plus ou moins imposée par la haute autorité de santé, et dans ma spécialité, plutôt plus que moins. Mais il y a une part d'arbitraire. Il y a une part d'arbitraire dans ce qui fait preuve, par exemple, dans l'evidence-based medicine ou dans les mécanismes d'action, il n'y a jamais le ressenti subjectif du patient quand il prend son traitement. Alors, pas des mesures de qualité de vie, mais un ressenti subjectif, c'est-à-dire, quand je prends ce traitement que vous allez me donner, comment je vais me sentir, qu'est-ce que ça va me faire? Et ça peut s'étudier scientifiquement par des études qualitatives. Eh bien, ça ne rentre absolument pas en ligne de compte pour savoir si un traitement est légitime ou pas. C'est une tâche aveugle de notre normativité de l'efficacité. Et donc, il faut que nous ayons conscience que nos normes d'efficacité, elles sont en partie arbitraires et qu'elles proviennent d'un choix collectif. Les valeurs, les normes et puis les faits, eh bien, il faut dire qu'il y a des faits en médecine. Comme il y a des faits en physique, la Terre est ronde, et c'est un fait, c'est-à-dire que c'est un élément incontournable de la réalité matérielle que l'on peut affirmer. Eh bien, en médecine, il n'y a pas de relativité permanente, il y a des faits, par exemple, une tuberculose nécessite la présence d'un bacille de Koch. Voilà, c'est un fait. Un patient diabétique de type 1, s'il ne prend pas d'insuline pendant plusieurs mois, va mourir. C'est un fait. Alors, ce qui complique un peu, c'est que en médecine, l'articulation entre valeurs, normes et faits est un peu compliquée. D'abord, les faits, en fait, sont conditionnels au savoir. La Terre est ronde, on est tous d'accord, mais si vous êtes dans la forêt amazonienne et que vous ne voyagez jamais à plus de 20 km de votre lieu de naissance, vous pouvez très bien accepter l'hypothèse que la Terre est plate, ça ne sera jamais remis en question. Et d'ailleurs, quand vous regardez un lac, le lac est plat. Eh bien, c'est pareil avec nos patients, nous avons accès à une certaine forme de savoir, et eux n'ont peut-être pas accès à la même source de savoir, et du coup, pour nous, un fait n'est pas forcément un fait pour eux. Voilà. Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut l'assumer, il faut accepter la méconnaissance de nos patients si l'on veut s'engager dans une alliance thérapeutique indispensable, en particulier pour les maladies chroniques, pour que les soins soient efficaces. Alors après, il y a des faits que nous ne voulons pas voir. Par exemple, la souffrance d'un patient que pourtant nous avons bien soigné. Ça nous arrive tout le temps. Un patient est en souffrance, on trouve le diagnostic,
On propose un traitement, on sait que ce traitement, c'est le meilleur traitement, et ça ne marche pas, et le patient continue à souffrir. Eh bien, par moment, on ne veut plus voir qu'il souffre, parce que c'est le signe de notre inefficacité et que c'est difficile à accepter. Et donc, il y a des faits que nous, médecins, ne voulons pas voir parfois. Et ça, eh bien, il faut aussi que nous travaillions dessus. Alors, la normativité, ben, je vous l'ai dit, la normativité, effectivement, non seulement elle est partielle, mais en plus, aujourd'hui, par certains aspects, elle est excessive. Quand on nous demande dans les médias, mais vous utilisez tel traitement, est-ce que le vaccin contre le Covid, on a prouvé son efficacité? On va dire, ben, le vaccin contre le Covid, oui, on a prouvé scientifiquement son efficacité. Ben oui, mais bon, on l'a prouvé statistiquement. Ça veut dire qu'en moyenne, c'est efficace. Mais en moyenne, ça veut dire quoi qu'un médicament est efficace? C'est-à-dire que ben, il est efficace sur un plus grand nombre de sujets que dans le groupe contrôle. Mais oui, mais on soigne un individu. Et donc, comment on peut transférer ce savoir statistique sur un individu? C'est très compliqué, hein, c'est très compliqué, même pour un statisticien, et surtout pour un statisticien. Mais du coup, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit c'est efficace, et donc on sous-entend que c'est universellement efficace. Et qu'en fait, que quand c'est pas efficace, ben, c'est pas de chance, quoi. Et que, en fait, quelque chose a dû se passer qui n'est pas normal. Non, en fait, nous n'avons pas d'efficacité universelle, ça n'est pas vrai. Nous avons un argument d'efficacité. Et là aussi, il faut qu'on soit honnête avec cet argument d'efficacité. C'est que d'un côté, il faut qu'on assume modestement que nos médicaments dont on dit qu'ils sont efficaces, ils sont statistiquement efficaces. Donc non seulement il faut cette lucidité, cette humilité. Pourquoi? Parce que sinon on dit que ces traitements sont universellement efficaces, les patients ils voient bien que ce n'est pas le cas, et donc ils ne nous croient plus. Alors ça c'est d'un côté. D'un autre côté, effectivement, ça n'est pas parce que ça n'est que statistiquement efficace que c'est sans intérêt. Si toute votre vie, vous prescrivez des traitements qui ne sont pas statistiquement efficaces, vu l'ensemble des patients que vous allez traiter, ça va leur poser des problèmes, en moyenne. Alors, c'est difficile à penser, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous ne savons pas exactement dans quelle mesure nos traitements sont efficaces, mais nous savons que les arguments d'efficacité que l'on a nous incitent à les utiliser dans leurs indications. C'est une gymnastique qui n'est pas facile à expliquer, notamment dans les médias et parfois à nos patients, mais cette honnêteté est une condition nécessaire à ce qu'il n'y ait moins d'irrationalité par ailleurs. Alors j'en arrive aux valeurs. Les valeurs, l'équilibre entre la vie et la souffrance aujourd'hui, c'est une vraie question. Jusqu'où faut-il utiliser des traitements qui sont durs chez les patients âgés, alors que ce qu'ils souhaitent peut-être, c'est avoir une vie de meilleure qualité. C'est très difficile à évaluer méthodologiquement, et bien sûr c'est dans la rencontre avec le patient, en expliquant les effets indésirables, les effets bénéfiques, statistiques, et sans avoir accès à des études qualitatives, que l'on doit faire, mais ça c'est notre lot quotidien. Et l'autre trou dans la raquette, c'est le sens. Aussi, ne pas hésiter à rentrer dans la discussion avec le patient sur est-ce que le traitement qu'on va prescrire, est-ce que lui, ça fait sens? Est-ce que c'est ça qu'il attend? Ou est-ce que peut-être qu'il attend autre chose? Et pourquoi attendrait-il autre chose? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a une alternative à lui proposer, quand bien même ça serait avec un autre soignant? Alors, j'en arrive à ma conclusion. Oui, il y a un quiproquo avec le concept de rationalité. Donc, quand on dit, mes chers collègues de NoFakeMed, quand je les entends dire c'est un scandale, etc., il y en a marre de l'irrationalité, voilà, il y a la science, etc., l'irrationalité, elle est où là? Quand on est rationnel jusqu'au bout. C'est-à-dire on est lucide par rapport au discours que l'on tient, et on est vraiment lucide par rapport à ce qu'on est comme soignant. Alors oui, la médecine rationnelle a des trous dans la raquette. Oui, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. La question du sens, la question des valeurs, on ne travaille pas assez dessus. Voilà. Et nous ne sommes pas les seuls fautifs. La société a attendu de nous que nous ayons un ethos de scientifique, un ethos de discours de vérité, parce que c'est plus facile de savoir qu'il y a un gourou moderne qui a
qui a la vérité et la science et qui va nous guérir. Et on le voit aujourd'hui avec l'espèce de fascination pour la technoscience dans le monde médical, où on met des quantités d'argent sur des anticorps monoclonaux ou des CAR-T-cells, alors que les aides-soignants et les infirmières sont payés à peu près à moitié de ce qu'ils devraient être payés. Donc, et ça, c'est par fascination pour la technomédecine. Alors, qui sauve des vies par ailleurs, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on discute de la balance entre l'investissement dans certains fantasmes technologiques et l'investissement dans l'humain et dans la rencontre? Non. Et donc, nous qui sommes au contact des patients, devons être porteurs de cette parole. Voilà, et donc je conclurai par dire que très concrètement, dans notre rencontre avec les patients, c'est très simple, il faut respecter le savoir des uns et le vécu des autres, mais réciproquement, parce que nous avons tous à nous comprendre et à nous respecter. Et merci pour votre attention.